En France, ce jeudi 6 novembre était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Une famille sur trois serait concernée selon un sondage, un fléau en hausse et des réponses qui évoluent. On voit tout ça avec Rebecca Martin. Quelques roses blanches en souvenir de Sarah. Il y a près d'un mois, cette petite fille de 9 ans a mis fin à ses jours, victime de harcèlement de la part des autres élèves de son école en raison de son surpoids, selon sa mère. Certains reconnaissent des torts collectifs. Tout le temps rester un tout petit peu dans son petit coin. Et des fois on l'insultait. Voilà. Comme Sarah, plus d'un élève sur 3 serait victime de harcèlement au cours de sa scolarité. Au quotidien, 1 sur 10 serait victime de violences verbales, physiques ou psychologiques. Des enfants discriminés, souvent raillés en raison de différences physiques ou de look, victimes d'effets de groupe dans la moitié des cas. Bonne app, gros lard. Si la plupart des violences ont lieu dans les cours de récréation et les couloirs, elles ne s'arrêtent pas aux grilles de l'école et sont de plus en plus souvent amplifiées par les réseaux sociaux, un phénomène qui renforce l'isolement des victimes. Depuis 2022, le harcèlement scolaire est un délit punissable de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Sur les 10 000 cas recensés depuis, 600 ont donné lieu à des poursuites pénales. Aussi appelé le 30-18. Et on continue à en parler avec Éric Verdier, psychologue communautaire responsable du pôle discrimination, violence et santé au CEDAP, Société d'entraide et d'action psychologique, auteur de l'ouvrage Mettre en œuvre la justice restaurative en milieu éducatif. Éric Verdier, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Comment expliquer d'abord ce phénomène qui est en hausse aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement la faute aux réseaux sociaux? Est-ce que la société n'est pas plus violente aujourd'hui? Ce qui se passe chez les jeunes, c'est évidemment en écho à ce qui se passe globalement dans la société. Est-ce qu'il s'agit d'une hausse ou est-ce qu'on arrive mieux à détecter et que donc du coup on se rend compte que ce phénomène qui est finalement très ancien est beaucoup plus présent qu'on ne le pensait auparavant? C'est difficile de savoir laquelle hypothèse est la bonne. Moi je pense en tout cas que tout ce qui a été fait récemment, même si il reste plein de pistes de solutions à explorer, on aura peut-être l'occasion d'en parler, a permis justement que tout le monde se mobilise et qu'on puisse repérer les phénomènes le plus tôt possible. Évidemment, puisqu'il y a des faits encore extrêmement graves qui se produisent, c'est qu'il y a d'autres pistes de solutions. Encore une fois, j'aimerais bien pouvoir y revenir un petit peu, à explorer, complémentaires au programme phare qui a été mis en place par l'Éducation nationale. Alors, on va parler dans un instant justement des solutions qui peuvent être mises en place et qui sont déjà. Mais j'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, qu'on comprenne ce qui se passe, si vous pouvez me répondre, dans la tête des harceleurs. Quel est leur profil psychologique aujourd'hui? C'est difficile de dresser un profil psychologique. Je parlais plutôt d'un profil en termes d'histoire de vie. Et nous, ce qu'on a constaté, puisque ça fait à peu près 25 ans qu'on travaille sur le sujet, c'est que beaucoup de ceux qui sont identifiés comme harceleurs ont été concernés par nous ce qu'on appelle un phénomène de bouc émissaire par le passé. Autrement dit, quand on se rend compte que rien n'est tenté, rien n'est fait, qu'on ne nous croit pas, c'est des paroles de jeunes, que parfois quand les adultes interviennent c'est pire, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce sens-là de la part des jeunes, et bien finalement la tentation de se retrouver à son tour celui qui pense être protégé parce qu'il est auteur, elle est assez forte. Et quand je dis phénomène de bouc émissaire, ça permet aussi d'éclairer un petit peu et pour répondre par rapport à la question d'avant. Finalement, celui qui n'est pas inclus, celui qui mange tout seul à la cantine, celui à qui on dit pas bonjour, celui qui n'est pas invité quand il y a une fête ou sur un réseau social, c'est aussi un jeune qui est déjà en souffrance. Et le harcèlement, c'est l'aboutissement d'un très long processus. Et pour sortir de ce phénomène de harcèlement, il faut aussi prendre en compte toute l'histoire, non seulement de ce jeune, celui qui est harceleur, celui qui est harcelé, mais aussi de tous les autres. Et alors justement, comment on lutte contre ce phénomène? Comment on peut prendre en compte l'histoire des enfants pour éviter que le harcèlement augmente aujourd'hui? Alors, comme je le disais, je pense qu'il faut déjà le repérer très très tôt, ce que nous on appelle le phénomène de bouc émissaire. Je pense, et c'est un des messages importants à faire passer, dès qu'on est confronté à une non-inclusion,
Il faut déjà s'inquiéter de ce qui se passe pour ce jeune. Ensuite, vous l'avez dit, je suis psychologue communautaire. Alors, depuis, j'ai rejoint une autre association qui s'appelle le MA, qui est basée à Lyon. En psychologie communautaire, ce qui nous intéresse, c'est d'être non pas des experts, mais plutôt des facilitateurs, et de considérer que c'est la communauté de tout le monde, les jeunes, les professionnels, tous les professionnels, on inclut les agents aussi, les parents bien entendu, qui doivent être mobilisés ensemble. Et puis, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais la question de la réparation, elle est fondamentale. Elle est absolument fondamentale. Et ça Et passe quand on par ne quoi? répare pas... Ça passe par quoi la réparation, justement? Ça passe par, Allez-y, pardon. ça passe par quoi la réparation? Par le pardon? Par comment ça doit se faire? Alors, c'est pour cette raison qu'on a écrit un deuxième ouvrage que j'ai co-dirigé avec un chef d'établissement, donc qui s'appelle Mettre en œuvre la justice restaurative en milieu éducatif. On ne peut pas être tout à fait dans les mêmes configurations que ce qui se passe dans un environnement pénal. Ça a été dit dans le petit sujet, le groupe joue un rôle très très important. Et donc, quand on fait la justice restaurative en milieu éducatif, on va chercher trois choses. On va chercher à réparer là où les victimes. On va chercher à restaurer les liens, avec tous les témoins qui sont très nombreux. Il y a des adultes aussi dans les témoins qui n'ont pas fait ce qu'il fallait au moment où le jeune l'attendait. Et évidemment, c'est très très important, on va chercher à réinsérer l'auteur. Pourquoi? Ou les auteurs. Pourquoi? Parce que, évidemment, changer l'auteur ou les auteurs d'établissement, c'est préférable à changer la victime. Tout le monde en conviendra. Mais on ne règle rien. Et on risque d'ailleurs de reproduire sans fin ces phénomènes, puisqu'on a juste déplacé le problème. Et justement, Donc, depuis 2023, grâce à un décret, les établissements ils peuvent exclure les élèves harceleurs. Le gouvernement a dit aujourd'hui qu'en 2 ans, plus de 280 harceleurs ont changé d'école. Ça n'est pas une solution, selon vous? c'est une solution provisoire. Encore une fois, au préalable, c'était le jeune ou les jeunes victimes qui étaient amenés à changer. Évidemment, le fait de changer l'auteur, ça paraît plus juste, hein. Mais encore une fois, c'est très très important de le comprendre. On ne règle absolument rien. On ne fait que déplacer le problème. Et c'est pour cette raison que mettre en place un dispositif communautaire, nous on en a créé un qui s'appelle Sentinelle et référent, qui est déployé aussi un petit peu dans les dom-toms d'ailleurs. Je tiens à le signaler puisqu'on est sur France 24, on a commencé sur l'île de la Réunion. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place un dispositif communautaire où tout le monde est mobilisé pour repérer le plus tôt possible, intervenir le plus tôt possible en alliance avec les jeunes, on va aller plus loin et on va mettre en place des cercles restauratifs et tout un système restauratif. Je connais des établissements en France où il y en a plusieurs par semaine et les jeunes eux-mêmes vont tout de suite être en demande en disant là, il faut qu'on fasse un cercle restauratif parce que ce qui est en train de se passer, ça va pas et il faut qu'on puisse tourner la page et que tout le monde puisse ensuite ne pas repenser à ce qui s'est passé et vraiment... Concrètement, un oui. cercle restauratif, ça veut dire quoi? C'est un cercle de parole, on discute de ce qui s'est passé, on libère la parole sur ces événements? Oui, j'irai au-delà. On recrée les conditions d'un dialogue qui a été rompu et en impliquant toutes les personnes concernées. J'insiste, les adultes ont un rôle très important à jouer et ils sont souvent identifiés par les jeunes comme en défaut par rapport à ce qui s'est passé. Donc il ne s'agit pas de dire simplement c'est la violence des jeunes, cette violence elle est humaine et c'est avec tout le monde, jeunes et adultes, qu'on va chercher à non seulement à recréer les conditions du dialogue, comme je le disais, mais également de pouvoir faire en sorte d'avoir un regard croisé sur les faits et des regards croisés aussi sur les responsabilités de chacun et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que non seulement les personnes qui ont été impactées aillent mieux, on puisse réparer auprès d'eux, restaurer, réinsérer comme je l'ai dit, mais également poser les jalons pour que ça ne puisse pas se reproduire et qu'on ait de plus en plus de ressources le plus tôt possible pour éviter d'en aller jusque-là. Et alors Et tous comment... les établissements que je connais, oui, Oui, mais allez-y. alors comment davantage sensibiliser justement les adultes à ce phénomène? On a le sentiment que certains professeurs ne prennent pas la mesure parfois de ce qui se passe. Est-ce qu'il faut davantage de prévention, de formation pour les professeurs, mais aussi pour les parents, pour tous les adultes qui sont autour de ces enfants? Je ne sais pas s'il en faut davantage, certainement, mais je pense qu'il faut la faire différemment. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup insisté sur la dimension communautaire de notre programme et toutes les personnes qui contribuent avec nous à la rédaction du dernier ouvrage. Il y a 49 contributeurs, que des personnes de l'éducation nationale, des parents, des jeunes aussi qui racontent. En fait, on s'est rendu compte que ce qui fonctionne, c'est quand on s'y met tous ensemble. Et dans Sentinelle les référents, par exemple, pendant 4 jours, on forme les jeunes et les adultes en même temps.
Et ce sont parfois les jeunes qui vont expliquer aux adultes en disant mais en fait vous n'avez pas compris ce qui se passe. Moi j'ai vu ce qui s'est passé. Donc en fait l'intelligence elle est collective à condition qu'on mise sur toutes les intelligences. Dès qu'on oublie des êtres humains dans un établissement scolaire, on se prive d'une intelligence. Est-ce que ça serait bien également, par exemple en France, de mettre en place des cours d'empathie, comme c'est le cas déjà dans certains pays nordiques, et ce, dès le plus jeune âge, hein, parce que le harcèlement, ça peut être aussi, dès la maternelle, ça peut commencer. Absolument. Il y a une prise de conscience aussi très forte aujourd'hui sur ce qu'on appelle les CPS, les compétences psychosociales. C'est absolument fondamental. Mais encore une fois, si on part de l'individu pour aller vers le groupe, on rate quelque chose à mon avis. Il faut vraiment partir du groupe pour que la mobilisation soit collective et qu'ensuite on puisse comprendre ce qui se passe et ce qu'on doit faire par rapport aux individus qui ont été en difficulté. Une des punchlines qu'on utilise beaucoup, nous, qui va peut-être donner un élément de réponse par rapport à votre question, c'est que ce qui a été blessé par un groupe peut et doit être réparé par une communauté. Une communauté, c'est un groupe qui fonctionne bien avec des valeurs. Il peut réparer ce qui a été abîmé par un groupe. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne peut pas réparer uniquement par des mesurettes, on ne peut pas réparer en changeant les personnes, on ne peut pas non plus réparer uniquement en faisant des prises en charge individuelles. Ça ne veut pas dire que ça fait du mal, la prise en charge individuelle. Bien sûr qu'elle est essentielle, mais ça ne suffira pas. Donc il faut une prise de conscience collective. Et une action collective. Une action Où on collective. associe tout le monde. Merci. Et les jeunes, vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus, ce sont eux les locomotives. Si on se prive des jeunes dans ce qu'on met en place, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Éric Verdier. Merci d'avoir été avec nous sur France 24 pour nous parler de ce fléau du harcèlement scolaire. On va passer maintenant à l'économie avec Joanne.